Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI, OVI. Je suis actuellement dans le département de l'Aude en présence de deux enquêteurs. Bruno Botta, bonjour Bruno. Bonjour Gilles. Bonjour Anne. Bonjour Gilles. Passons à présent au sommaire détaillé de l'édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Éric Zurcher, ufologue et spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type, ainsi que Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, mais également membre du SSO, du CEOF et reporter ODH TV du département de l'Yonne, qui y répondent. Vous retrouverez Jean-Louis Lagneau, ufologue, enquêteur, et également directeur de la revue LDLN, ou Lumière dans la nuit, dans la rubrique Brouillage. Jean-Marie Maiano, chercheur et veilleur du col de Vence, répond aux questions de cette édition. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette édition, Actu ODH ou Actualité OVNI dans l'histoire, avec les interventions de Bruno Botta, membre du GUI, groupe d'ufologues indépendants, Rémi Fauchereau et Éric Zurcher. Puis nous terminerons par le dossier de cette édition, le premier épisode de la série Culture OVNI ou Ufologie populaire, consacré à l'ufologie dans la science-fiction. Nous avons réalisé une série de questions posées aux ufologues, aux chercheurs, aux veilleurs sur les films, les séries TV et les téléfilms mélangeant ufologie et science-fiction. Des questions ont été posées également sur pourquoi y a-t-il plus de comédies en France concernant l'ufologie dans la science-fiction, sur le pourquoi du comment on s'imagine toujours des entités avec des grosses têtes, et sur le martien au cinéma. Mais commençons tout d'abord par les infos d'ODH TV. Tout ça pour vous dire que les mises à jour sur les chaînes YouTube, ODH TV Archive et ODH TV 2 vont reprendre. Il va y avoir beaucoup de vidéos partagées puisqu'il y a eu beaucoup de tournages au mois de juillet. Donc je vous demande de suivre le programme qui est diffusé donc dans le groupe Facebook Les Infos d'ODH TV. Il y a un petit programme qui change en fonction des vidéos envoyées. Donc vous allez avoir des vidéos sur l'astronomie, sur l'ufologie, sur l'ifologie, sur l'usologie, sur l'isologie. Compliqué à dire ce mot. Ça concerne les OAI, les objets aquatiques identifiés. Autant dire les méprises sur la mer ou sur les océans, ou même sur les fleuves. Donc voilà, donc ODH TV reprend de plus belle et va vous partager de nombreux contenus. Toujours une question de Bruno. Que penses-tu de l'ufologie dans les autres pays comparé à la France ? Toi qui t'es intéressé à l'Italie ou même... Oui. Je pense que tu peux déceler un certain nombre de spécificités par pays. Mais j'ai l'impression que les autres pays sont quand même en retard encore sur l'esprit français qui perdure depuis la décennie 70-80. On en est encore souvent à des doxas, à des théories, à des façons de voir très proches de ce qu'il y avait dans les années 50-60. En Italie, c'est un peu ça. Alors, au Canada, par exemple, il est évident qu'ils ont un côté plus ingénieur, plus scientifique, plus technologique. D'où les exemples que l'on a de gens super équipés sur le plan matériel. Alors là, on en est loin. Sur ce plan-là, ils ont 20 ans d'avance. Sur les plans de méthodologie, ils ont de l'avance aussi. Sur nous, on a pris beaucoup de retard là, à ce niveau-là. Mais sur le plan des concepts,
je pense que la France, si on se donne la peine, notamment à travers une histoire des idées, en cherchant un petit peu, voir ce qu'a été la décennie 70-80, il me semble qu'on est toujours largement en pointe, hein. Même les Américains, qui ont le même esprit technologique, n'ont pas nécessairement fait mieux que nous, hein. Donc on est quand même... oui, quand tu regardes ailleurs, tu t'aperçois quand même qu'il y a des penseurs en France, à toutes les époques, qui me semblent au-dessus du lot quand même, hein. On peut dire ça comme ça, ouais. Que penses-tu des journées ufologiques qui sont effectuées, par exemple, à Pérols, à Rennes-le-Château, etc., sur une journée où il y a énormément de conférenciers, et à la fin, il y a une table ronde des conférenciers. Penses-tu que c'est utile pour informer la population du phénomène OVNI? Ah oui, déjà au niveau local, que ça se répartisse un petit peu partout en France, c'est important. Parce que vous avez des gens du Sud qui ne peuvent pas forcément monter à Lille ou aller en Bretagne, etc. Donc il faudrait que ce genre de choses se fasse pas que dans une région, par exemple dans le sud de la France. Il faut que ça se produise partout. Il faut que ça se produise partout en France, qu'il y ait des centres d'intérêt, des pôles d'intérêt, des pôles de rencontres, de rencontres ufologiques comme ça, aussi bien dans des lieux un peu mythiques, quoi, mythiques de l'ufologie ou du paranormal ou du mystère ou ce qu'on veut, pour aborder tous ces problèmes sur les ovnis ou l'archéologie mystérieuse ou des choses comme ça. Et ça, ce serait très intéressant avec des professionnels de l'ufologie, ce qui donne encore beaucoup plus d'intérêt aux conférences, beaucoup plus de sérieux, et beaucoup plus qui intéressera beaucoup plus l'auditoire. Et donc ça, c'est pas inutile, c'est très bien, oui. Les vidéos qui font le plus de vues, c'est là où il y a du sensationnel. C'est ça. Les vidéos où les gens ils te disent qu'ils ont observé une lumière dans le ciel, il n'y a pas beaucoup de vues. Comment expliques-tu cela? Les gens ils cherchent quoi en fait? Bah, ils cherchent le sensationnel, c'est ce que je te dis. Bah, que c'est dans tout, hein. Par exemple, tu vas mettre une vidéo d'un petit chat qui est tombé dans un trou et qu'ils sont deux à essayer de le sauver, ça va faire 1 million de vues. Tu vas prendre un accident de la route où ça a explosé de tous les côtés. Et attention, dans 5 secondes, la voiture va s'exploser contre un camion. Ça va faire 5 millions de vues, parce que les gens, ils aiment bien le sang. Ils aiment bien tous ces trucs-là. Regarde, on prend le truc de Beyrouth, l'explosion de Beyrouth là, qui est sur YouTube. Ouais, regarde le nombre de vues que ça fait. Et tu n'en as aucun qui va dire non, je l'ai regardé. Il n'y a jamais personne qui regarde. Et voilà. Moi, le premier, j'ai regardé. Hein. Donc, je suis comme les autres. Hein. Aussi, hein. Voilà. Mais comme les autres, on est attiré par le spectacle, par le sensationnel. Et on aime bien voir malheureusement, c'est l'esprit humain, je crois. On aime bien voir tous ces trucs-là. Après, si tu montres un mec qui fait du bateau sur une eau calme et il se passe rien, c'est pas très intéressant. C'est plutôt. Dans l'astuce, là, tu mets un faux titre. Ouais. Attention. Ouais. Attention, à la fin de la séquence. Ouais, c'est ça, comme ça les gens ils attendent et puis rien quoi. Ouais. Malheureusement, c'est ça, c'est le monde moderne. Quel est ton premier livre en ufologie que tu as lu? Moi, ça a été. Comment on appelle ça? Le gars avec l'ambulance, là. Son nom m'échappe. Miguer, voilà. Jean Miguer. Et après, c'est surtout Jimmy Guilleux, parce que. Bon. Moi, ça a été plutôt les émissions que je regardais. Pas tellement les livres, mais les émissions. Je fais beaucoup plus émissions et. Jimmy Guilleux, c'était un peu mon idole parce que il racontait bien ses histoires. Bon, après, je connaissais pas trop bien Jimmy Guilleux parce que je l'ai pas connu personnellement, mais à travers ses conférences ou ses discours qu'il faisait, je trouve que c'était bien.
Et là maintenant, bon je sais que je te demande beaucoup, hein. Il est tard en plus, excuse-moi, on est sur une route étroite et sinueuse d'habitude. C'est le début d'une observation d'OVNI ça, enfin d'une RR3. Quel livre conseillerais-tu aux néophytes qui débarquent en ufologie ? Alors là, ça serait carrément le livre de Éric Zurcher parce que je trouve qu'il est très très bien écrit. En parlant de livres, dernièrement est sorti le nouvel ouvrage de l'ufologue Joël Ménard, ancien directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, que voici, Affrontement extraterrestre, les dossiers non classés aux éditions Le Mercure Dauphinois. Voyez en Affrontement extraterrestre les rencontres rapprochées du 6e type, autant dire les RR6, qui sont blessures ou morts causées directement ou indirectement par la présence d'un pan, d'un ovni ou d'une entité. Passons dès à présent à la rubrique OVNI dans l'histoire présentée par Bruno Botta qui va vous faire part d'un cas en Argentine, c'est bien ça ? En Argentine, tout à fait. C'est à toi. Alors c'est un cas très ancien qui se déroule en 1972 en Argentine. Ça s'est déroulé à Santa Isabel, dans une usine Renault. Donc c'est un témoin qui a observé un être étrange, assez grand, entre 2 mètres et 2 mètres 10, avec le visage très très pâle, les oreilles pointues, avec une combinaison très moulante et ça tirait un peu sur le vert, disons, au niveau de la combinaison. C'est un cas qui est très intéressant parce qu'il y a eu d'autres témoins quelques jours après et qu'ils ont observé à peu près la même créature. Et il y a eu aussi des observations d'engins dans le ciel à cette période-là. Au cours de ta première interview, tu m'avais montré aux auditeurs le cahier de dessin des RR3. Celui-ci, l'as-tu dessiné ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai dessiné. On le voit, pas dans le reportage, mais je l'ai, oui, tout à fait. On voit ces êtres-là avec les yeux vachement lumineux. Et c'est un cas vraiment vachement très intéressant. Alors, c'est dans la bande dessinée Les apparitions d'OVNI de Loeb et Gigi. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI. Je tiens tout de même à vous mettre en garde. Ce ne sont pas forcément des observations récentes. Donc, observation d'OVNI à l'Île-sur-Serein, en 52, 59 et 91. En 52, un cigare rouge a été vu. En 59, une boule avec des étincelles derrière a aussi été vue et une panne de courant s'est manifestée en 59. En 91, 2 points lumineux ont été vus se déplaçant ensemble, dont l'un s'est mis à tournoyer autour de l'autre et sont repartis en direction du sud. Passons à présent à un autre cas aussi particulier. Donc pour les auditeurs, page 312 dans le livre d'Éric Zurcher, le cas de Saint-Georges-sur-Bosse au Québec. Ces 2 femmes qui voient cette espèce d'objet arriver, on ne sait pas d'où, qui rentre sur la route et qui part dans une sorte de lévitation, mais quasiment collé au sol. Et dedans, il y a un être qui paraît, il paraît âgé, ridé. Bon, et en même temps, il paraît robotique. Alors, on est entre le robot et le reptilien, si tu veux. Bon, c'est encore une fois, on est dans un scénario totalement absurde. Les 2 témoins sont complètement paralysés, toutes les 2. Et l'objet part à une vitesse incroyable sur la route et disparaît. Passons dès à présent au dossier de cette édition. Jusqu'à présent, je vous avais partagé des séries autour des réflexions, des spéculations et du brouillage
Mais cette fois-ci, la rubrique Culture OVNI qui a été créée en 2008 sur ODH TV est le dossier de cette édition. Ainsi, j'ai rencontré de nombreux ufologues, chercheurs, veilleurs, et je leur ai demandé quels étaient leurs films de science-fiction préférés, leurs séries TV préférées, en rapport bien sûr avec l'ufologie ou le paranormal. Ainsi, dans ce dossier assez particulier, nous allons par la suite parler d'un thème déjà abordé sur ODH TV, OVNI et science-fiction, y a-t-il un lien? Mais passons dès à présent à ce nouveau dossier. Concernant l'ufologie et la science-fiction, bon nombre de personnes nous ont envoyé des questions. Pourquoi les Martiens sont verts? Pourquoi il y a eu beaucoup de films en rapport avec Mars et donc les Martiens? Bruno Botta, qui s'intéresse beaucoup à la culture cinématographique, va vous en parler. Alors les Martiens de couleur verte, ça remonte à très longtemps. Déjà dans la littérature ancienne, il y avait des vieux comics américains où justement on représentait déjà les Martiens. On avait ça aussi dans les livres de science-fiction américains, des vieux magazines américains où justement il y avait des êtres en tenue un peu futuristes, avec des antennes. Et en fait, le Martien, ça vient de là, ça vient de très très loin. Est-ce que ça pourrait venir du folklore? Est-ce que, parce que peut-être la science-fiction a peut-être pris aussi dans le domaine de la fantasy. Je pense, le Martien typique, tout vert avec les antennes, c'est de la pure imagination. Ça a été imaginé par l'homme. Après, par la suite, il y a eu différentes sortes de Martiens au cinéma, dans les séries télé, dans certains récits complets italiens aussi, on peut voir aussi des Martiens. En fait, ça remonte à très très longtemps. J'ai même en récit complet, il y en a qui remontent à très très loin, même dans les années 40. Il y avait déjà la représentation du Martien typique, avec la soucoupe. Ça remonte à très longtemps en fait. Tu vois déjà des nains ou des personnages gris à grosse tête qui n'aiment pas beaucoup les hommes mais qui s'intéressent aux femmes. Alors tu as toujours une pin-up qui est à moitié attachée devant, c'est sûr que ça fait vendre. Et on n'est pas encore dans les abductions, mais la culture est avant les abductions déjà. On est dedans, c'est un petit peu la reprise du mythe de la Belle et de la Bête, si tu veux, mais adapté à la SF. Alors c'est vrai que le Martien, il a été très présent dans les années 50. Et dans les années 50, il n'y a pas eu que les Martiens. Il y a eu des films justement sur les fameux Vénusiens. Il y a quelques films dans l'histoire du cinéma qui sont consacrés justement aux Vénusiens. Quel est ton film de science-fiction préféré? En fait, ça varie entre deux réponses. Au niveau de la science-fiction, j'aurais entre Alien de 1979 ou Invasion of the Body Snatchers de 1978. Donc, dans les deux cas, c'est relié avec le thème des extraterrestres, ce qui est intéressant. Je trouve que ça me permet de me mettre dans ma bulle chaque fois que je regarde ces films-là. Quant à savoir si je crois que ça peut être des possibilités qui arrivent dans ces films-là, j'en sais rien. Mais je trouve ça très intéressant. Je trouve que les thèmes sont très intéressants, surtout dans Body Snatchers, relié avec la paranoïa. C'est Rencontre du troisième type, de Steven Spielberg, le film qui a tout déclenché. C'est un film culte, avec des images grandioses, une bande-son magnifique, et c'est le film le plus fidèle au niveau de l'ufologie. Ouais. Voilà, c'est un film que je te conseille, que tu connais bien sûr, parce que c'est un classique du cinéma. Mais il y a vraiment tous les éléments, il y a des signes, même au niveau des apparitions, c'est assez détaillé. Steven Spielberg a fait un gros travail sur ce film-là. Et ça, bon, c'est un film que je conseille aux jeunes générations qui ne connaissent pas. Je trouvais vraiment lié à l'ufologie, ne serait-ce que parce que tout le monde sait bien que Jacques Vallée a assisté sur le scénario. Mais E.T. est pas mal aussi. Ouais.
Mais je serais surtout ce qui m'a marqué en effets spéciaux surtout. Hein. Parce qu'il y a longtemps que j'avais vu ça. Bon, j'ai vu Rencontre du troisième type, c'est pas mal aussi. Mais ce qui m'a marqué surtout au niveau effets spéciaux, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'était dans les années 78, je crois, ou 77, 78. C'est le premier film de Star Wars, voilà, avec les effets spéciaux absolument géniaux. Il y a aussi le film Interstellar qui est particulier. Ah oui, qui est magnifique. Surtout la fin, mais... Oui. Alors il ne touche pas tellement aux ovnis, hein, celui-là. Non. Mais il touche à des problèmes de physique, tout à fait. D'ailleurs, il a été conseillé par des physiciens. Hein. Le film, Philippe Guillemant me disait toujours qu'il aime beaucoup ce film parce qu'il y a des éléments de réalité, notamment sur la relativité. Et c'est vrai que le film est très touchant de ce point de vue-là. Ils ont su toucher la fibre. Hein. Voilà. J'avais beaucoup aimé ce film, oui. Et les films français, ça a été plus sur la comédie. Ça a commencé dans les années 60 avec Ne jouez pas avec les Martiens, avec Jean Rochefort. Donc ça, c'était une comédie où on voyait une invasion de Martiens en Bretagne. Et après, dans les années 80, en 81, il y a eu Louis de Funès qui a fait La soupe aux choux. Encore une parodie avec des extraterrestres, la soucoupe volante typique des années 50. Mais on a eu très très peu de films français vraiment sérieux sur le phénomène ovni. Pourquoi y a-t-il beaucoup de comédies en France en rapport avec l'ufologie ? C'est peut-être lié au traitement que les médias ont longtemps fait du phénomène ovni. Ça prêtait à sourire, tout était risible. Il faut dire que beaucoup d'ufologues tendent de la perche pour se faire battre aussi. C'est peut-être lié à ça. Et puis c'est certains grands acteurs comiques comme De Funès se sont prêtés au jeu. Donc ça a fait effet boule de neige. C'est du grand spectacle, hein. Les gens ils aiment bien aller au cinéma et voir des explosions dans l'espace, qui n'existent pas d'ailleurs. Le bruit ne peut pas se répercuter dans l'espace, mais ça ils l'ignorent les gens. Ils aiment bien voir des combats au laser, ils aiment bien voir que les États-Unis sauvent le monde de manière régulière contre les extraterrestres, qui sont beaucoup mieux équipés que nous, qui pourraient, dans les films, en 2 secondes, le film il serait fini, bref. Et c'est commercial. Je suis plus un très grand fan des films de science-fiction, de ce qui se fait de nouveau. Je trouve ça trop militariste maintenant. C'est que des histoires d'aliens, tous plus monstrueux les uns les autres, qui envahissent la Terre et des gens qui se battent pour la liberté du monde, patati. Enfin, ça me saoule, franchement ça me saoule. Il y en a de plus en plus, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, qui font intervenir une intelligence exogène, si tu veux. Et ça tourne toujours à peu près sur le même scénario. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence exogène qui se manifeste dans notre environnement, qu'on ne contrôle pas. Et il y a une équipe, évidemment, américaine, ça va de soi, chargée de répondre aux agissements de cette intelligence. Et il y a une sorte de langage qui est censé faire le lien dans le scénario. Et l'équipe n'arrive pas évidemment à comprendre ce langage, et survient un petit génie qui lui va parvenir à. Voilà. Alors c'est ce genre de feuilleton ou de scénario qui me paraît un peu en prise avec ce qui pourrait être, disons. C'est pas inintéressant. Mais je ne fais pas un parallèle avec l'ufologie. Je ne pense pas qu'il y ait une communication au sens propre en ufologie. Si la communication, elle est à sens unique, si tu veux. Voilà. Et sens unique, ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres motivations derrière, ce qui n'est pas spécialement réjouissant. Voilà. Mais par contre, les films un peu plus anciens, par exemple Le jour où la Terre s'arrêta, c'est un film ancien, je le trouve très bon. Et je dirais qu'il m'a fallu du temps pour arriver à apprécier ces films, parce qu'autrefois j'avais une opinion un peu commune, que c'était ringard. Mais avec le temps, la distance un petit peu, on arrive de nouveau à apprécier les choses complètement différentes. Voilà. La science-fiction devient la réalité de demain. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y avait un très grand visionnaire, c'était Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers, les premiers sous-marins, de la Terre à la Lune. Quelle est ta série TV de science-fiction préférée ? Ah bah ancienne, il y a Les Envahisseurs, bien sûr, avec David Vincent.
c'est la série sur les ovnis qui m'a le plus marqué. De séries très anciennes. Une petite préférence pour Les Envahisseurs, mais parce que c'était de mon époque, de ma jeunesse. J'ai vu ça à la télé pour la première fois, c'est ce qui m'a marqué le plus. Bon, mais c'est de la nostalgie, parce que côté effets spéciaux, il y avait déjà quelque chose d'intéressant, mais c'était pas vraiment génial. C'était bien pour l'époque, mais depuis ça a tellement évolué. C'est surtout ces phénomènes, les histoires aussi, les histoires ont évolué. Les histoires ont évolué. Alors aussi, je voulais aussi vous parler d'une série que j'ai connue dans les années 80. Cette série-là s'appelait Chasseurs d'ombres. Et il y avait 2 enquêteurs, en fait, qui enquêtaient justement sur des cas paranormaux, des histoires de fantômes, d'extraterrestres et des créatures bizarres. Et c'est vrai que c'est resté dans l'univers des séries, mais c'est vrai que cette série, elle a été un petit peu oubliée. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment tout pour plaire, quoi. C'était vachement sympa. Et je la conseille aux gens qui ne les connaissent pas, cette série-là. X-Files, qui date de 93 à 2002 et qui a repris plus tard. Je dirais que c'est ma série préférée. D'ailleurs, parce que justement, il n'y avait pas juste le thème science-fiction extraterrestre, il y avait beaucoup aussi d'horreur, d'humour, donc de drame, donc j'ai beaucoup apprécié. Il y avait plein de super épisodes, vachement intéressants, quoi. Très très riche en scénario. Non, c'est un très bon souvenir. Aussi, j'aime bien tout ce qui tourne autour des extraterrestres avec les 2 agents du FBI. Il y a aussi les sectes. Il y avait aussi quelques épisodes sur les sectes, en effet, au moins 2, oui. Et il y avait V aussi, la série V, avec Mike Donovan. Je regardais ça dans les années 80. 83, avec Diana. Avec les lézards, les fameux lézards. Ça, j'aimais bien aussi. Je me rappelle, quand j'étais gamin, je m'amusais à jouer à Mike Donovan et mes copains, ils s'amusaient à faire les lézards. Beaucoup plus, et par exemple la série V, ce serait plutôt la série V actuelle. Ça, c'est la dernière, je veux dire, la série V, la dernière, parce que la première, je ne l'ai pas vue du tout. J'ai complètement zappé. C'était la période où j'étais assez fatigué et je devais me reposer, donc malade, souvent malade, etc. Donc j'avais des ennuis de santé et j'ai zappé tout ça. Je ne regardais pas souvent la télé, tout ça. Et puis donc, c'est donc la série V que j'ai découverte avec la nouvelle version. La nouvelle version. The Expert. Tu connais pas? Sublime série. Et 4 saisons pour l'instant. Et franchement, on peut considérer que si l'homme a un avenir dans l'espace, ça pourrait être celui-là. Franchement, je la conseille à tout le monde. Elle est magnifique, superbement tournée et réelle. Il n'y a pas de laser, de trucs comme ça. Il n'y a pas de loufoque, quoi. Ça se passe dans notre système solaire. Grosso modo, tu as la Terre, tu as Mars, qui est colonisé, qui a fait sécession, qui essaye de se terraformer, mais la Terre l'empêche plus ou moins. Et il y a, on va dire, une 3e race humaine qui s'est créée, c'est les ceinturiens, qui vivent dans la ceinture d'astéroïdes, et qui sont un peu les esclaves des 2 autres. Et au milieu de tout ça arrive, on va dire, une entité extraterrestre, mais c'est pas franchement une entité, quoi, c'est autre chose. Mais c'est pas de chez nous, quoi. Et tout le monde le veut, parce que tout le monde peut en faire une arme. Mais néanmoins, c'est une série formidable parce que c'est à la fois du classique, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux, des batailles dans l'espace, etc. Et en même temps, de l'originalité. Et c'est super. Franchement, pour moi, c'est la meilleure série de science-fiction qui existe. Et ça bat tous les films à plat de couture. Parce que dans une série, l'avantage, c'est que tu peux aller plus loin dans les personnages. Tu vois, par rapport à un film, tu es cantonné à 2 heures, 3 heures au grand maximum. Voilà, enfin, je suis fan de science-fiction. Je regarde pas tout parce que sinon, on y passerait sa vie. Puis il y en a beaucoup de mauvaises, il faut le dire. Donc, je les regarde un épisode et puis je jette.
pourquoi on représente les entités qui viennent de l'espace avec des têtes énormes? Bah, la tête énorme, c'est toujours le mythe de l'intelligence. Un été hyper développé au niveau de l'intelligence. Et c'est pour ça, ils ont toujours des grosses têtes. Ils sont en avance par rapport à l'homme. Parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Et d'un point de vue matérialiste, l'intelligence est liée à l'agencement neuronal qui a besoin de place, donc la tête gonfle. Et le petit nain hypertrophié a l'immense avantage de concilier une tradition, une tradition du nain qui folkloriquement remonte à loin, et un futur un peu idéalisé. Donc Valençol, c'est très bien de ce côté-là. Les petits nains à tête hypertrophiée sont 10 fois plus intelligents que nous. Pourtant, dans le film satirique Mars Attack, Oui. sorti dans les années 90, Oui. ils ont une grosse tête, ils ont un petit cerveau. Hein. Et ils ont un petit cerveau. Voilà, c'est un peu plus imaginaire. Là, c'est un peu. Ils ont fait appel un peu au cinéma d'horreur aussi. Il y a une côté horreur aussi dans Mars Attack. Avec des têtes de squelettes. C'est tout à fait imaginaire, là. Mais il y a toujours l'esprit, l'attaque des Martiens, les soucoupes volantes. Moi, je sais qu'il y avait eu un téléfilm aussi, c'était bizarre, les téléfilms sont des fois mieux que les films. Oui, par c'est moment. vrai. C'était sur les Men in Black. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Intruders. Oui. Ouais. Oui, c'est très bien aussi. Parce que ça évoque le sujet des abductions. Les abductions, oui. Avec Richard Grema. Et je l'ai trouvé extrêmement très flippant et très proche de ce qu'on peut lire dans les ouvrages. Oui, notamment les bouquins de Bob Hawkins. Ouais. Ça rejoint, et c'est le téléfilm le plus fidèle, hein, qui a été présenté justement dans Les Portes du Futur par Jimmy Gueux à l'époque. C'est comme ça qu'on a découvert. Et le livre de David Jacobs. Et le livre de David Jacobs. Et c'est... Les kidnappeurs d'un autre monde. Oui, 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 et je le conseille à tout le monde. Aussi. Tu as des gens qui font des petits films qu'on appelle de série B, qui parlent de faits réels et qui sont très peu diffusés. Et malheureusement, les gens, il n'y a pas des choses telles que le grand spectacle qu'on voit à Star Wars et compagnie. Et quand tu vois que Jean-Charles Moyen, par exemple, on parlait de lui tout à l'heure, là, pour son film et son prochain film, ces deux films, a beaucoup de mal à le diffuser ou à le vendre. Alors que lui, il parle de faits réels, de témoignages réels, il rencontre des gens qui ont fait des enquêtes, qui ont travaillé dans le sujet. Et c'est des films qui apprennent beaucoup de choses. Alors forcément, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de jolies femmes qui sont en détresse, ou il n'y a pas de super-héros dans des avions qui détruisent un ovni avec un seul avion. Tu vois, voilà. Ah, Fire in the Sky, c'était excellent ça. Il y a tous les ingrédients dans ce film, pour les amateurs de science-fiction. Travis Walton. L'affaire Travis Walton. C'est même pas de la science-fiction là. Oui, oui, tout à fait. C'est tiré d'une histoire réelle, dans l'ufologie. Et la fameuse disparition de Travis Walton. Je le conseille, ce film, il est très très bien. Ouais, il est un peu gore aussi. Hein. Il est un petit peu gore, il y a certaines scènes, mais c'est vrai qu'il y a eu très peu d'adaptation de l'histoire de Travis Walton. Parce que Travis Walton, c'est vraiment un cas qui a marqué de 75, et justement, il a été marqué profondément de cette histoire-là. Au cours de précédents épisodes, nous avons posé la question à de nombreux chercheurs, ufologues, passionnés, témoins ou même veilleurs de n'importe quelle tendance, de savoir qui est arrivé en premier. Est-ce l'ufologie ? Est-ce la science-fiction ? Qui a influencé l'autre ? Je pense que sur certains cas, il y a dû avoir de l'influence. Je dis pas sur tout, mais des cas qui paraissent vraiment trop proches de certains récits de science-fiction, je pense qu'il y a eu de l'imaginaire là-dessus. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Oui, puis bon, au SO, on a un spécialiste un peu de la culture science-fiction qui est Raoul Robé.
pour qui tout phénomène ovni est issu en fait d'une interprétation de la culture science-fictionnesque, même intégrée de manière inconsciente en fait. Donc moi je ne suis pas là-dedans. C'est très bien, je suis d'accord avec eux, mais je ne vais pas aussi loin. Je pense qu'il y a forcément une sorte de déclic qui fait que le cerveau ne peut pas interpréter la chose et va plaquer des images qui sont dans l'inconscient. Ça existe peut-être, hein. Oui, sur ces kilos, ça existe peut-être, mais après de là commencer à aller dire ouais, mais c'est en fonction de ce que les gens voient à la télé, au cinéma et tout. La plupart des témoins que j'ai rencontrés n'étaient pas allés voir de films de science-fiction ou quoi que ce soit auparavant. Donc bon, peut-être qu'il y a une influence qu'on ne voit pas, mais une influence globale, on va dire. Mais non, c'est... Après, je dis pas que ça peut arriver, hein, mais je pense pas qu'il y ait forcément une relation entre les deux. C'est pas parce qu'on est allé voir un film qu'on va voir des ovnis. Moi j'ai vu des centaines de films, des dizaines de films de science-fiction, de bataille dans l'espace, j'ai jamais vu un seul ovni, donc il n'y a pas de relation cause à effet, hein, enfin à mon sens. Il peut y en avoir, mais je pense pas que ça soit aussi important que certains veulent bien le dire. C'est bien joli de parler de la science-fiction, mais qu'en est-il du merveilleux scientifique ? Nous aborderons cela au cours d'une prochaine édition de Matin OVNI OVI, donc, où le dossier portera sur la culture OVNI ou l'UFO pop, UFO populaire. Par le biais d'interventions d'ufologues, de chercheurs, de passionnés de cette époque, nous aborderons tous ces sujets et vous verrez que c'est curieux. Bien des choses ressemblent aux témoignages d'observations d'OVNI ou de rencontres rapprochées du 3e et du 4e type. Mais ceci est un autre sujet. Ce thème, l'ufologie dans la science-fiction, va continuer dans les nombreuses interviews d'ufologues et de chercheurs qui vont être diffusées prochainement sur la chaîne YouTube ODH TV2. Nous aborderons également l'ufologie dans la littérature et l'ufologie dans la bande dessinée. Nous arrivons à la fin de cette édition de Matin OVNI. Merci Bruno d'y avoir participé. De rien, Gilles, c'est normal. Merci Anne aussi. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour tout le travail que vous effectuez dans vos enquêtes parce que je les ai suivis les deux et il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de randonnées. À vous autres, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition. L'équipe d'ODH TV, les amis d'ODH TV, autant dire les partenaires proches, et vous autres, ODH Note, car c'est grâce à vous qu'ODH TV continue d'exister et continuera autant d'années que vous le voudrez. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique. Muni d'une bonnette à réseau de diffraction. Avec la station météo. Et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.